Bonjour à tous, nous sommes de retour au détachement Air 181 pour ce cycle de conférences de pitch autour de l'aéronautique du forum Aeroplace Réunion. Aujourd'hui, on va parler de la forêt connectée. Les deux termes peuvent paraître antinomiques. C'est pourtant Deutech qui a développé une solution basée sur cette technologie pour mieux protéger la biodiversité locale. Vous allez nous en dire plus, Adrien Dys. Vous êtes donc membre de Deutech, associé. Exactement, donc membre de Deutech et je travaille donc avec eux depuis quelques années. Et le projet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est un projet de forêt connectée. Donc à la fois le domaine de la forêt, donc de la biodiversité, de la protection de la nature, de la conservation de la faune et de la flore, et connecter l'apport de la technologie dans le cadre de la protection de la biodiversité. Donc on le voit bien un peu sur l'animation. On imagine déjà un réseau de capteurs qui vont nous donner des informations sur l'état de la biodiversité, informations qu'on va venir donc récupérer avec une technologie drone. Voilà. Alors avant ça, je vais faire un petit retour sur comment est née la forêt connectée, puisque aujourd'hui c'est qu'un concept. L'ensemble des outils qu'on va utiliser sont matures, mais le concept de forêt connectée, lui, reste à développer avec nos partenaires. Donc depuis 2020, on travaille avec l'ACEOR, donc la Société d'études ornithologiques de la Réunion, et le Parc national dans le cadre de la conservation du tuit-tuit, qui est un oiseau endémique et qui n'existe que sur le massif de la Roche-Écrite. Et on travaille en dératisation, c'est-à-dire qu'on utilise un drone qui va déposer de manière quasiment chirurgicale des doses de raticides sur les nids qui ont été identifiés avec des positions GPS dans des zones inaccessibles. C'est-à-dire que la CEOR, c'est une technique qui est complémentaire finalement à la dératisation manuelle. Et la CEOR fait appel à nous sur les zones qui sont difficilement accessibles. Les nids ont été identifiés au sol ? Oui, au sol, tout à fait. En fait, les équipes de la CEOR, les couples de tuit-tuit, c'est à peu près 70 couples. Et on me corrigera si je dis des bêtises, c'est une population qui est très très limitée. Donc l'ensemble des nids qui sont connus, en fait, sont étudiés et sont surveillés pour être protégés. Donc ils connaissent les emplacements et ils ont des positions GPS. Et pour certains d'entre eux, il faut parfois plusieurs heures, si ce n'est pas des jours, pour y accéder à pied, dératisé au lance-pierre à la main avec des charges avec l'équivalent de 5 kg dans le sac à dos. Donc on imagine bien que pour dératiser dans des zones très limitées, escarpées et très éloignées, il faut 2-3 personnes pour 2 jours pour dératiser 4 nids. Et nous, avec le drone, on arrive en étant sur site à dératiser 4 ou 5 nids en l'équivalent de 8 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en 8 minutes, on fait le travail qui nécessiterait, dans ces zones-là spécifiques, bien sûr, plusieurs jours de travail. Donc il y a un intérêt à utiliser cette technologie dans un cadre bien spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est inaccessible. Donc on a développé un drone avec un largueur de raticide qui est unique au monde, qui n'existe que ici, et qui en fait va venir déposer de manière unique des petites doses de raticide qu'on connaît, c'est des doses de 30 grammes. L'intervention au milieu forestier, pas trop difficile, parce que ce soit en termes de pilotage, de connexion, de réseau, de faisceau, vous arrivez à gérer. Donc on voit un peu sur la photo là qu'on est sur une plateforme. La CEOR et le Parc national nous mettent à disposition une plateforme qu'ils construisent avant notre arrivée. Donc là on est en plein milieu de la forêt pendant 5 jours en autonomie. Et le drone lui va survoler les zones. Donc en fait, d'un point de vue facilité, clairement, ça sauve la vie des opérateurs sur le terrain. Vous êtes au-dessus des arbres du coup On est au-dessus du relief. Ouais. Donc on survole le relief et le drone peut suivre dans la mesure du possible ce relief, mais va dominer l'ensemble de la zone. Donc là, on parle de 170 hectares qu'on peut couvrir nous en 5 jours. Vous insérez pas dans la végétation du coup. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est des zones qui vont tomber au sol à travers la végétation. Et qui seront accessibles que par le rat. C'est extrêmement attirant pour le rat et les autres espèces ne viennent pas manger ces doses qui sont par ailleurs décomposées en quelques jours. On fait également du travail de dératisation dans le cadre de la conservation du pétrel noir. Donc là, on est rivière des remparts. Donc le drone va accéder sur des zones que le parc nous a identifiées. Et aujourd'hui, les résultats de ces techniques, c'est qu'on a des oisillons de tuit-tuit sur des massifs
sur lesquels ils n'avaient jamais depuis 10 ans observé de naissance. Donc clairement, ça fonctionne. Les études sur le pétrel noir sont en cours, on n'a pas encore les résultats. Cependant, clairement, on gagne du temps, on gagne aussi de l'argent forcément, puisqu'on déplace moins de personnes sur des temps moins longs pour aller dératiser. Et on travaille actuellement sur de la dératisation par drone pour les champs de canne, donc pour l'agriculture, et puis tout ce qui est ravine environnant les grandes agglomérations. Et enfin, on est en discussion avec l'ETAF. Une partie de l'équipe s'est déplacée il y a 2-3 mois sur l'île de Europa pour identifier la manière la plus aisée de déposer du raticide et lutter contre le rat sur place. Voilà. Donc ça, c'est la genèse vraiment de la forêt connectée, c'est qu'on intervient dans le cadre de la protection de la biodiversité avec l'outil drone pour faciliter le travail sur le terrain. Et alors, excusez-moi, je fais un mini retour. En gros, toutes ces opérations de drone qu'on a conduites avec le parc et avec la CEOR ont été aussi très très suivies par l'ensemble des autres opérateurs, par le parc, l'ETAF, etc. Et ils nous ont exprimé leurs besoins en fait, de nouveaux outils, plus connectés, en tout cas plus faciles, dans le cadre de luttes diverses, de braconnage, de régulation de la faune, notamment le cerf de Java, sur pareil, le massif de la roche écrite. De lutte contre les espèces invasives, rats, le chat, et puis d'un point de vue plus global également sur l'étude de la forêt. Donc recueillir de la donnée sur l'état de santé de la forêt puis son évolution, quoi. Et donc nous on a aggloméré en fait toutes ces demandes et avec les outils et la connaissance qu'on a de ces outils, on a du coup inventé ce projet de forêt connectée, qui, on peut le définir un peu comme ça, c'est la présence permanente au cœur de la forêt de drones qui sont autonomes et surtout qui sont programmables à distance. Ce projet-là a été présenté et pitché dans le cadre d'Aeroplace et lauréat 2021 de l'Innovaton. Alors, ce projet se base sur des technologies qui sont déjà matures. C'est-à-dire que les naturalistes, les biologistes, les gens qui font de la conservation, les acteurs du parc, eux utilisent des capteurs, des caméras, des micros, des pièges, tout ça c'est mature. Et nous on utilise des drones qui sont aussi matures, en tout cas on sait faire plein de choses avec les drones. Les deux ne communiquent pas ensemble. Et surtout, l'ensemble de la donnée que les gens, les naturalistes, les scientifiques utilisent dans la forêt ne sont pas connectés, en tout cas sont dans des endroits qui ne sont pas couverts par le réseau. Et donc on a beaucoup de mal à recueillir l'information, ça nécessite souvent le déplacement de personnel, d'agents de terrain, sur plusieurs jours pour aller récupérer de l'information. Là je pense tout de suite par exemple au piège à chat. Donc le chat d'arrêt, qui est un chat ensauvagé et qui cause des gros dégâts sur la biodiversité à La Réunion, donc il mange les oiseaux. Typiquement, il reste à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est 200 couples de pétrel noir et un chat mange à peu près 200 oiseaux par an. Donc il suffirait qu'il y ait un chat qui tombe sur un lieu de pétrel noir dans la rivière des Remparts et c'est fini. C'est-à-dire que l'espèce est éteinte. Donc l'objet de la forêt connectée, finalement, c'est d'utiliser le drone pour venir récupérer de l'information sur les capteurs qui sont mis en forêt et de ramener cette information pour gagner du temps. Par exemple, si un chat rentre dans une cage et que la cage se ferme, on imagine un réseau de capteurs qui enverrait un message « j'ai capturé un chat ». Le drone pourrait passer automatiquement au-dessus de ces nids-là et renvoyer l'information au centre de contrôle pour que, par exemple, le parc puisse envoyer un agent de terrain directement sur place plutôt que d'aller voir tous les pièges qui sont disposés un peu partout dans la forêt, quoi. Voilà à peu près le détail technique le procédé technique de la forêt connectée. Et ça se base sur une solution qu'on importe à La Réunion avec une station automatique. Donc c'est le gros boîtier qu'on voit ici, qui est étanche au soleil et à l'eau, qui est branché donc, sur secteur ou sur photovoltaïque, donc qui peut être autonome en électricité, qui peut être connecté à une station météo et qui est donc programmable à distance. C'est-à-dire qu'on accède via un réseau, donc la boîte, elle, se trouve dans un périmètre qui est couvert par le réseau. On lui envoie une mission de vol. Cette mission de vol, je vais revenir en détail après là-dessus, est insérée dans le drone. La boîte s'ouvre, le drone part, il va récupérer les données
revient à la base et les envoie à la personne qui a initié la demande. Voilà. Le drone, eh bien, c'est des drones qu'on connaît bien, la marque DJI Enterprise, avec différents capteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il peut voir la nuit, il peut voir à travers le brouillard, il peut faire des photos, des vidéos, il peut identifier des animaux par leur image de température. Et il peut voler une vingtaine de minutes sur un rayon de 2 km. Donc on a quand même une surface d'action qui est très très large. Et donc des applications qui, elles, sont quasiment illimitées, quoi. Donc là, on n'est pas sur du drone adapté, on est sur du drone grand public, quelque part. On est sur du drone grand public et charge à nous, on le fait déjà par ailleurs sur d'autres types de drones, de rajouter des capteurs. Et c'est tout le projet de la forêt connectée, c'est-à-dire qu'on sait, avec différents types de technologies, comme des protocoles de communication, on sait faire communiquer des pièges au sol, on sait faire communiquer des caméras avec des petits capteurs qu'on mettrait sur le drone, qui sont assez légers et qui viendraient récupérer cette data. Donc là, pour le coup, oui, c'est du drone du marché, mais on peut les équiper de capteurs additionnels. Et donc ce schéma-là, pour dire que pour l'instant, dans le cadre de la biodiversité, en tout cas de la conservation, on va accompagner le parc dans la lutte contre les espèces invasives, donc le chat, principalement le rat. On va pouvoir fournir des images régulières de la forêt, que ce soit dans le spectre visible ou dans le proche infrarouge, lutter contre le cerf de Java et protéger les espèces tuituites et pétrel noir. Voilà. C'est l'objectif en tout cas de cette technologie, accompagner des acteurs de terrain. Et j'en viens au dernier point, et pas des moindres, de ce projet, qui est la plateforme mutualisée, puisque c'est un peu le cœur du projet, c'est-à-dire fournir un service de drone à différents acteurs, de mutualiser finalement ce service, qui serait qui repose sur un serveur. On donne accès à différents utilisateurs qui vont donner leurs besoins, donc ils vont déposer une mission, un ordre de mission. J'aimerais récupérer telle information sur tel capteur sur la roche écrite. L'ordre de mission est programmé en vol par un opérateur de TooTech. Le vol est donc, il y a toute une liste de vols qui est programmée pour la machine. Le vol se passe, on peut voir à distance si tout se passe bien, etc. On récupère l'ensemble des données une fois que le drone est revenu sur sa base, et puis on consulte les résultats directement sur la même plateforme. Donc on peut accéder, classer, et dans un futur proche peut-être analyser également toutes ces données-là, et faire du suivi à date de relevés. Et donc cette plateforme est disponible, enfin serait disponible, parce que pour l'instant on n'a pas encore construite, à différents acteurs. D'accord. Voilà. On a une question sur le web de Nathan qui nous demande s'il y a des possibles inconvénients par rapport à l'utilisation de ces drones. Peut-être des inconvénients écologiques, notamment sur la construction de plateformes en cœur de parc. Alors, disons que comme on a besoin du réseau pour relier cette plateforme aux gens qui vont l'utiliser en ville, on va s'adosser à des infrastructures qui sont déjà existantes. Typiquement, il y a un gîte à la roche écrite. Si on imagine installer un drone autonome dans le domaine de la roche écrite, on va s'adosser au gîte. Donc il y a un problème écologique, ça va être l'ajout d'une petite zone on va sécurisée au niveau du gîte. Pour travailler avec le parc national sur des actions de dératisation par drone, c'est extrêmement encadré, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas autoriser à ce qu'on installe des choses qui ont un impact durable, en tout cas trop important sur la faune et la flore. Donc tout ça reste encadré, donc j'ai du mal à voir entre un drone qui ferait quelques vols par jour et puis les agents du parc et d'autres personnes qui font des allers-retours en 4x4 pour éventuellement voir si un chat est rentré dans une cage. Je pense que la balance, elle s'étudie. D'accord. Et alors du coup, sur quel type de données peut intervenir ce drone de manière automatique? Là, on a parlé effectivement du cas d'un prédateur qui serait identifié. Il y a d'autres types d'usages que vous avez identifiés de traitement automatique?
Alors, il y a tout ce qui est analyse en fait, du couvert végétal, par exemple. On pourrait, sur certaines zones, surveiller, notamment pour le braconnage, par exemple, récupérer la fiche d'identité, on va dire, thermique de certaines espèces, et puis vérifier des zones. C'est-à-dire que le drone, on va dire une fois toutes les semaines, pourrait faire une cartographie d'une zone dans laquelle on sait qu'il y a des espèces végétales à protéger. Donc je pense là aux palmistes rouges. Et puis vérifier que tous les semaines ou tous les mois, les palmistes qui sont déjà identifiés sont encore là. Et ça pourrait être en amont, ça pourrait être de la patrouille voilà, pour vérifier que les espèces ne sont pas braconnées. De la même manière qu'on surveille des espèces, on peut aussi surveiller s'il y a des camps de bracos. Et on peut faire aussi du suivi de couvert végétal, donc toujours en infrarouge ou même en visuel, et récupérer ces données. On peut faire de la température, on peut faire, en tout cas sur le végétal, c'est ce qui me vient pour l'instant à l'idée. Donc on a le chat, enfin le rat, et puis je pense également au cerf de Java, qui est une espèce qui maintenant commence à prendre vraiment de l'ampleur sur le massif de la Roche Écrite. Et en fait, cette technologie proche infrarouge permettrait de compter le nombre d'animaux présents et de suivre la population également. Et de donner des quotas justement pour la chasse ensuite, éventuellement. Par exemple. D'accord. Ouais, tout à fait. Nathan nous demande comment va voler un drone. J'imagine que c'est un peu la question de son autonomie aussi. Comment est-ce qu'il est rechargé électriquement? Alors, en fait, à l'intérieur de cette boîte automatique, le drone est équipé d'une batterie un peu sur mesure. Les connecteurs de la batterie sont externalisés. Et le drone, lorsqu'il va se poser dans sa boîte, d'accord, il y a des repères au sol et avec ses capteurs, il arrive à se poser au centre. Et il y a tout un système de réglettes automatiques qui vont venir mettre les connecteurs de la batterie qui sont externalisés en contact avec les connecteurs de la boîte. Et à ce moment-là, on arrive à recharger la batterie. Et donc, il n'y a absolument pas de pilotage manuel au sol par un opérateur? Alors, il peut, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui peut être proche. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, dans le cadre réglementaire, il faut qu'il y ait un opérateur qui puisse intervenir sur la machine. Donc ça, typiquement, il y a une télécommande en lien direct avec la machine qui est livrée avec. Et ce n'est pas un vol autonome, c'est un vol automatique. C'est-à-dire que le drone est surveillé, mais c'est lui qui décolle tout seul, fait sa mission, récupère les données et réatterrit. Mais il y a toujours une surveillance manuelle d'un opérateur. Très bien. Je vais peut-être laisser la possibilité à la salle de poser des questions, s'il y a des questions qui se manifestent dans le public. Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Mais écoutez, je pense que ça veut dire que tout a été clair et limpide. Merci beaucoup. Parfait, pour votre intervention. Un projet intéressant qu'on va suivre de près, en tout cas qui est porteur de beaucoup de possibilités pour la protection du parc national. Merci Adrien et à très bientôt. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine conférence.